Alors, on va passer à la prochaine table ronde et je vais demander donc à Madame Dacalor, Monsieur Wachter, je vais y arriver, Monsieur Hachicanon, Madame Martin, Madame Raymond, et je sais que Monsieur Hélard est en visio avec nous. Et je vais demander en petit avant-propos Madame Micheline Jacques, qu'on n'a pas pu écouter ce matin, mais qui va nous parler d'une situation un peu particulière à Saint-Martin. À Saint-Barth, pardon. Est-ce qu'on peut avoir le micro-pupitre allumé, s'il vous plaît? Ah, pardon. Non, c'est eux qui le font. Alors, il est vrai que ce matin, enfin, mon propos concerne plus la table ronde de ce matin sur les élus, la part des élus dans la santé. Donc, je vais vous faire une exposition d'une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat et qui poursuivra, je l'espère bien, à l'Assemblée nationale sur une participation, une situation spécifique de par le statut de la collectivité de Saint-Barthélemy. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion de vous présenter ma proposition de loi organique visant à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de participer aux compétences de l'État qui régissent le financement des établissements hospitaliers et de l'accès aux soins en général. Bien que collectivité de l'article 74, les règles qui encadrent l'accès à la santé restent fixées par l'État. Les élus disposent donc des mêmes leviers d'action que dans les collectivités de l'article 73, voire moins, car la taille du territoire n'a pas permis d'y déconcentrer tous les services de l'État comme l'ARS. C'est pour répondre à ces difficultés, à la discontinuité des soins hospitaliers, que j'ai repris les dispositions d'un texte qui avait été déposé par Michel Magras en 2015, à une époque où la collectivité avait envisagé la mise en place d'une caisse et d'un système de sécurité sociale autonome. En tant que collectivité dotée de l'autonomie, Saint-Barthélemy dispose de la faculté de participer aux compétences que l'État conserve. Il faut y voir un levier pour construire ensemble les règles. Et de fait, par cette faculté, la collectivité peut impulser la création d'un droit adapté qu'elle propose à l'État, qui l'approuve ensuite ou la refuse. Originellement prévu pour les matières comme le droit pénal, qui relève du domaine régalien, ce qui n'est pas le cas de la santé, cette proposition de loi organique emprunte un chemin innovant en ouvrant la faculté de participation aux compétences de l'État et la santé, de l'État à la santé et la sécurité sociale. C'est un compromis entre transfert intégral et identité législative. Les difficultés de notre organisation locale des soins, y compris hospitaliers, résultent notamment de l'inadaptation des règles, de leur fonctionnement à la réalité. Comme vous le savez, les principes de solidarité, de proportionnalité et de mutualisation sont les trois piliers de la sécurité sociale. Or, ces deux derniers demandent sur une île de 21 km², avec les contraintes de liaison aérienne que nous connaissons, un niveau de détail que l'État ne sait pas garantir. Saint-Barthélemy dispose d'un hôpital de proximité, le plus petit hôtel Dieu de France, et dépend pour les cas les plus graves des évacuations sanitaires. Donc, je ne m'étendrai pas sur cet aspect que la première vice-présidence vous a détaillé ce matin, mais j'ai donc souhaité doter la collectivité de la possibilité d'impulser les règles qui prennent racine dans sa réalité. À la suite du cycle des auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires par les commissions des lois et des affaires sociales du Sénat, il a été proposé que ce dispositif soit mis en œuvre à titre expérimental durant 5 ans dans un premier temps. Si l'expérimentation s'avérait concluante, la possibilité pour la collectivité de participer aux compétences de l'État dans le périmètre défini serait étendue alors de manière pérenne. Ainsi, le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat permettrait à la collectivité schématiquement d'adopter son mini-code local de la sécurité sociale. Le champ de participation a en effet été circonscrit
à l'assurance maladie du financement des établissements et des services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l'adaptation aux particularités et aux besoins spécifiques liés à l'insularité et à l'éloignement. Il ne permettra pas de nommer un directeur de l'hôpital ou celui d'une éventuelle agence territoriale de santé. Les projets d'actes suivront le chemin classique de ce type d'acte, à savoir transmission au ministre des Outre-mer et chargé de l'assurance maladie et des hôpitaux selon l'objet de l'acte. En pratique, la collectivité adopterait donc une délibération proposant les règles adaptées, faisant l'objet d'une consultation du directeur de l'agence de santé, assortie d'un avis simple qui n'est donc pas contraignant. Le gouvernement disposera alors d'un délai de 2 mois pour approuver, rejeter totalement ou partiellement l'acte. Il faut savoir que dès lors que l'État n'est pas dessaisi de la compétence, le Parlement, puisqu'il fait partie de l'État, reste donc compétent et libre d'adopter directement par amendement l'acte pris par la collectivité sans attendre le décret d'approbation. De plus, dans le champ de participation délimité, un projet de loi de financement de la sécurité sociale étant examiné chaque année, cela laisse la possibilité de ratifier des dispositions par ce véhicule chaque année. En matière de participation aux compétences de l'État, il n'existe pas, en l'état actuel du droit, une multitude de voies. Et c'est du reste pour améliorer le dispositif en vigueur que Michel Magras a proposé une réécriture des articles 73 et 74 de la Constitution, incluant notamment des procédures accélérées ou d'approbation tacite pour ce type de procédure. Donc, le Conseil territorial de Saint-Barthélemy devra alors adopter l'acte dans les mêmes termes. Pour prendre un exemple concret, aujourd'hui, c'est le budget de l'hôpital qui supporte le coût des évacuations sanitaires par le biais d'une subvention, donc avec des contraintes afférentes à la subvention, caractère non pérenne n'étant pas toujours ajusté aux besoins. L'État n'a pas tenu compte des particularités de l'île pour lui appliquer un tel dispositif et sa modification dépend de son bon vouloir. En effet, en tant que sénateur, je ne suis pas constitutionnellement en mesure de déposer un amendement qui se verrait opposer l'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution. En revanche, si la collectivité disposait de la faculté de participer à la compétence assurance maladie, le gouvernement devrait motiver un éventuel refus de basculer la prise en charge des évacuations sanitaires sur l'assurance maladie. Pour que nous puissions disposer d'un maximum de soins médicaux, ce n'est pas la taille de la population, mais les besoins et les risques qui doivent être des critères de définition de l'offre de soins. Voilà en substance les principaux éléments de ma proposition de loi organique et j'en terminerai là pour répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions pour Madame la sénatrice? Moi, j'en ai une. Votre proposition me fait penser beaucoup au système qu'il y a en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, notamment avec la CAFAT. Est-ce que c'est assez proche? Est-ce qu'il y a une comparaison qu'on peut… Non, ce n'est absolument pas. La Polynésie a une compétence bien spécifique. À Saint-Barthélemy, c'est juste une participation à la compétence. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on est très en retard. Mais non, enfin, comme d'habitude, Jean-Claude. Et on a des contraintes de temps. Je sais que Monsieur Hélard, qui est en ligne avec nous en visio, a une contrainte de temps et Madame Martin a une très grosse contrainte de temps avec un train à prendre. Donc, on va commencer par ceux qui courent derrière un train. Et on va donc un petit peu changer notre programme. On va commencer par parler des addictions cet après-midi. Parti. Bonjour à tous. Déjà, je tiens à remercier la CCDOM de nous donner cette occasion de parler des addictions. Je vous remercie également d'intégrer notre contrainte de temps. Pour votre information, en ce même moment se tient un colloque sur les addictions. Et il nous a semblé important à la fois d'être auprès des élus et de ce colloque. Me voilà divisée en deux et courir derrière un train. Je vais essayer de faire au mieux pour à la fois vous transmettre tout ce qui pourrait donner aux addictions leur place dans vos politiques publiques et sans vous rebuter. Donc, qui… Ah, très bien.
Merci beaucoup. Ah oui, alors par contre, je vais peut-être même faire ça parce que là, j'ai à la fois le micro, les papiers et la télécommande. Ça va être compliqué. J'ai mon anti-sèche, en fait. Donc, qui est Saomé? Pour vous présenter Saomé et qui je suis au sein de Saomé. Saomé est une structure qui a plus de 20 ans, dont l'acronyme signifie Santé, Addiction, Outre-mer. Et pour la petite histoire, fut un temps, comme parmi nos financeurs, nous avons la Mildeka, il nous avait été demandé de faire le lien entre les 5 DOM. Donc, tout ce que j'entends depuis ce matin, mais terriblement familier. Et nous avons toujours vocation à mettre à disposition de l'information validée et colligée auprès des sociétés savantes sur les usages et les addictions. Nous sommes un centre de ressources et d'expertise, comme vous l'aurez compris, sur les usages et addictions situé à La Réunion, qui a pour vocation de favoriser la synergie entre les acteurs, ce que fait la CCDOM pour nous également aujourd'hui, de participer au développement des compétences. Quand je parle d'acteurs, je peux parler autant de professionnels de santé que des élus et du rectorat, par exemple, ou du personnel qui fait appliquer la loi. Nous avons aussi vocation à contribuer au déploiement d'une expertise à la recherche et au développement, et également, par ma présence ici et notre présence de Saomé auprès des élus, de concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. Nous avons pour ce faire des représentants dans notre conseil d'administration de 28 administrateurs acteurs clés de la dictologie et un conseil scientifique. Notre rayonnement, c'est La Réunion, mais également Mayotte et l'océan Indien en règle générale, puisque ma double casquette me fait être la responsable de la dynamique sur la zone océan Indien, qui inclut donc les Seychelles, Madagascar, l'île Maurice, Rodrigue, Mayotte et La Réunion. Alors, quelques données épidémiologiques pour le passage des PowerPoint, parce que je me suis dit que finalement, on se connaissait peu et qu'il fallait peut-être vous planter notre problématique à La Réunion, qui n'est peut-être pas la même dans tous les territoires. Nous avons 863 000 habitants à La Réunion selon l'INSEE, avec une population jeune et une croissance d'environ 4% en moyenne, un taux de fécondité assez élevé avec 2,38% et un chômage également élevé puisqu'il s'élève à d'entre 18% de la population. À savoir que nous avons 37% des Réunionnais qui vivent sous le seuil métropolitain de pauvreté et des prix en moyenne plus élevés de 7% par rapport à la métropole. Je pense, pour avoir travaillé avec les autres territoires, que nous sommes quand même assez proches dans nos problématiques au niveau épidémiologique. Nous avons donc 59 000 personnes au chômage. Et parmi les personnes en âge de travailler, nous n'en avons que 46% qui occupent un emploi, contre 64% au niveau national. Je galope pour essayer de ne pas monopoliser la parole. Ma priorité, c'est d'abord de faire passer le message, mais je pense qu'on va réussir à croiser les contraintes. Pour les usages et addictions à La Réunion, nous nous distinguons par une surmorbimortalité qui est liée à l'alcool, des problématiques importantes de cannabis, mais également de mésusage de médicaments, on y pense peu dans les addictions, et des évolutions préoccupantes en matière de drogue illicite. Ça peut être la MDMA, la cocaïne et les nouveaux produits de synthèse. Évidemment, l'île n'échappe pas aux nouvelles tendances également observées en métropole, comme l'engouement pour le vapotage, la chicha, les cyberaddictions et les jeux de hasard et d'argent. Alors évidemment, ceci fait que nos comportements addictifs constituent une priorité régionale de santé inscrite dans le PRS 2018-2028. Alors, je vous ai mis plein de jolis tableaux, mais je vais les traduire. Alors oui, tiens, j'ai fait passer le tabac d'abord. Alors, faisons passer le tabac d'abord. Nous avons, sur la problématique tabac, par exemple, 1 kilo de produits de tabac par réunionnais de plus de 15 ans et plus qui est mis à la consommation, avec 150 000 fumeurs quotidiens. Là, je vais faire passer mes messages de prévention. C'est ma casquette de communicante. Il faut quand même savoir qu'une séance de chicha, c'est 30 à 40 cigarettes en une séance.
Et la plupart des gens ne le savent pas. Donc, quelques messages à faire passer. Plus globalement, dans le tabac, le principal danger réside dans la combustion. Donc, tout type de cigarette, qu'elle soit industrielle ou roulée, les produits chauffés comme la puff ou également ce que je venais de vous citer, la chicha. Sur l'alcool, maintenant, nous sommes marqués à La Réunion. Alors, l'alcool, on ne l'a pas eu. Très bien, merci. Sur l'alcool, nous avons 10 litres d'alcool pur par habitant de 15 ans et plus qui sont mis à la consommation à La Réunion, avec une hausse des quantités déclarées depuis 2010. Ce qui nous distingue, ce sont les alcools forts, 43% de l'offre devant les bières. Et évidemment, une offre de vin qui est plus importante en métropole qu'à La Réunion. Il faut savoir également que nous avons 10% des consommateurs d'alcool de 18 à 75 ans qui consomment 58% de la quantité d'alcool bu. Un autre, non, on va galoper sur. J'essaie de vous donner une vue des addictions en règle générale. Je ne pourrais pas être exhaustive parce que, comme vous l'avez compris, nous sommes au carrefour de beaucoup de thématiques. Alors, je reprends finalement ce qui vient le plus souvent à l'esprit, mais à La Réunion, le jeu de hasard et d'argent est aussi très présent, avec des Réunionnais qui vont essentiellement vers les jeux hippiques, les paris hippiques, et moins les jeux en ligne. En revanche, une problématique des jeux vidéo en population adolescente et un élève sur 2 qui est concerné par un usage mensuel et presque 4 élèves sur 10 en usage hebdomadaire. Si tous ces chiffres pouvaient vous aider finalement à peut-être remettre en priorité cette thématique dans vos CLS de santé, alors où est-ce que nous intervenons ? Saomé vient en appui aux décideurs dans l'action. Qui dit décideurs dit parmi nos financeurs l'ARS et la préfecture, mais également les communes. Je vais vous citer un exemple pour lesquels nous sommes intervenus. C'est la thématique des phénomènes émergents. Comme je vous l'ai dit, nous sommes situés au milieu de l'océan Indien et nous sommes en veille, en règle générale, sur tous les phénomènes qui peuvent arriver. La chimique en a fait partie et c'est un cannabinoïde de synthèse. Nous avons été interpellés par l'ARS et la préfecture puisque la presse se saisissait de cette information et il s'est agi de savoir comment nous allions apporter une réponse en matière de communication, mais pas seulement. Avant de se précipiter dans une réponse, nous avons suggéré la mise en place d'une œuvre collective, en fait, de faire un état des lieux, c'est le principe d'une cellule de crise finalement, pour mesurer le signal. Est-ce que ce signal était avéré et quels étaient les besoins? Et cette œuvre collective a donc colligé les voix de plusieurs experts. Nous avons donc rassemblé autour de nous des professionnels de l'hébergement social, également d'autres territoires de l'océan Indien, les urgentistes, les cliniciens, et fait un rapport qui donne des recommandations. Donc voilà comment on peut travailler aussi auprès des élus pour ensuite pouvoir indiquer quels sont les leviers et les prioriser. Aujourd'hui, c'est à l'étude. Parmi ces recommandations, il y a évidemment de la communication, mais aussi auprès des professionnels, mais surtout des formations auprès de différents corps de métier que sont les infirmières scolaires, pourquoi pas les médecins, mais pas seulement, les personnes en charge de l'application de la loi. Je vais vous donner aussi un autre exemple sur lequel nous avons travaillé, une spécificité aussi de La Réunion, qui sont les interdits protecteurs. Vous avez dû évidemment entendre parler de cette initiative, puisque malgré les interdictions de vente d'alcool et de tabac aux mineurs, une étude montre que 91% des adolescents de 17 ans ont consommé de l'alcool au cours du mois écoulé et l'ont acheté en magasin.
une grande partie n'a pas eu à montrer sa carte d'identité. Cette même problématique se présente pour la consommation de tabac. Et la MILDECA a donc lancé, pour ceux qui auraient besoin que je développe l'acronyme, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA a donc lancé une expérimentation et La Réunion fait partie des 4 régions qui ont été sélectionnées dans cette expérimentation, portée par la préfecture de La Réunion, qui a donc lancé à la fois des formations auprès des professionnels qui font de la vente, puisqu'il s'agit aussi de savoir rafraîchir les façons dont on peut refuser la vente, les mettre en situation, également rappeler les règles, la loi E20, et puis des formations aux professionnels, et enfin informer la population de ces interdits et qu'il y allait y avoir beaucoup plus de répression, puisque finalement la vente se faisait aussi parce qu'il y avait moins de contrôle et que la préfecture de La Réunion s'est lancée dans cette dynamique avec plus de contrôle. Donc voilà un des éléments sur lesquels nos décideurs peuvent intervenir en matière d'usage et addiction. Alors nous intervenons aussi sur d'autres champs auprès des communes, puisque finalement, les communes, au travers d'un financement de l'ARS, vous le savez, nous venons en conseil auprès des CLS, des conseils locaux en santé. Les préfectures également, dans le cadre d'accompagnement à la réponse aux appels à projets, donc la préfecture accorde un financement aux communes pour qu'elles puissent répondre à la fois en matière d'évaluation et de montage de projets à certains appels à projets sur la thématique des usages et addictions. Et également, parfois, nous sommes interpellés par les communes elles-mêmes pour des besoins spécifiques de formation. L'idée également, c'est de relayer l'information pour qu'ils puissent s'en saisir facilement, puisque les communes et les collectivités locales ont cette proximité avec la population et une force d'information énorme. Il faut donc leur donner une information facile à utiliser et qu'elle soit juste. Nous sommes aussi un facilitateur de synergie. Auprès des communes, finalement, il s'agit de développer une culture de l'addictologie, vous l'avez compris, de déployer la stratégie de prévention des conduites addictives. Oui, tout à fait. De créer des réseaux de partenaires également et, autant que faire se peut, fournir des outils pratiques, utiles à leur pratique et à mettre en place le plus facilement possible cette politique de prévention sur les conduites addictives. Dans les faits, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Nous participons aux instances sur la thématique des usages et addictions. Nous participons également à des ateliers. Nous créons des outils pour faciliter la mise en place d'actions concrètes avec des processus. Je vais peut-être développer plus particulièrement un outil qui est en cours de finalisation, sur lequel nous nous sommes appuyés sur le guide des maires face aux conduites addictives. Et pensant qu'à La Réunion, peut-être, nous avions besoin de quelque chose de plus pratique et plus proche de ce qui se fait. Nous avons créé un livret qui s'appelle « Conduite addictive, clés pour agir » à destination des collectivités de La Réunion. Et à l'intérieur de ce formulaire, nous avons finalement repris les 4 thématiques qui sont abordées dans le guide des maires, mais en donnant des exemples pratiques de ce qui peut se mettre en place, être mis en place par les élus. Je vais en citer un, par exemple, qui est simple. C'est que je parlais de la loi E20 et des interdits protecteurs. Il y a des périmètres de sécurité, d'affichage et de publicité. Et finalement, une initiative toute simple qui est suggérée et que nous avons reprise dans ce livret, c'est de créer une cartographie des lieux où l'on peut vendre à la fois du tabac et de l'alcool, et de vérifier si, oui ou non, ce périmètre de sécurité est maintenu. Et finalement, cette cartographie, dans plusieurs communes, a permis d'identifier que non, ça n'était pas respecté, et de commencer par là, pas forcément dans la répression, mais aussi dans l'information de ces lieux de vente, et leur donner les moyens de réagir, et peut-être de ensuite
évidemment mettre en place une politique de répression. Nous animons donc des réunions de présentation d'appels à projets. Nous mettons en place également et en lien avec tout ce qui est l'offre de soins sur la thématique des usages et addictions, puisque nous sommes dans un terrain, c'est ce que je vous disais, les usages et addictions sont pluriels, à la fois dans les acteurs et dans les différents types d'accompagnement possibles, que ce soit du médical ou médico-social. Et donc, nous donnons à voir et nous mettons en lien. Et je veux bien la suivre. Merci. Nous essayons de donner aussi des outils pour permettre de faire de l'animation. Vous pouvez aussi vous référer à notre site, parce que ça n'est pas que propre à La Réunion et Mayotte, mais nous avons un site qui s'appelle saomé.fr, qui finalement regroupe 3 espaces. Un espace qui s'appelle la Dictothèque, qui est une sorte de bibliographie de toutes les données d'épidémiologie sur la thématique, mais également qui recense des webinaires, des formations, des acteurs qui peuvent venir en appui aux élus, et pas seulement. Nous avons un espace qui s'appelle Parcours Addicto, qui permet d'identifier et de donner à voir les acteurs du médico-social et aussi les associations d'accompagnement des patients et des usagers. Nous animons donc ce que je vous disais, des ateliers thématiques. Et l'idée étant, j'entends beaucoup le principe de formation. Nous sommes des territoires qui sont souvent isolés, qui sommes isolés par notre géographie. Et donc, utilisons le digital aussi pour donner accès à de l'information. Nous avons beaucoup de webinaires et de formations que nous relayons, qui viennent de La Réunion, mais pas seulement, qui viennent aussi de Mayotte et qui viennent d'autres territoires. L'idée est de donner accès le plus facilement possible à une montée en compétences. Et nous allons essayer de développer la partie formation, encore une fois, le nerf de la guerre étant le financement de toutes ces actions. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, brièvement, vous pouvez voir ce que l'on fait auprès des collectivités. Ceci permet peut-être de donner des idées aux autres communes et collectivités locales qui sont présentes sur ce qui peut se faire sur chacun des territoires. L'idée, c'est de faire un état des lieux aussi des possibilités de chacun et des moyens de chacun et de se positionner à ses côtés. Vous avez possiblement des acteurs près de vous qui peuvent en partie vous accompagner, tout ou partie. En tout cas, si à La Réunion, nous pouvons vous aider à mutualiser nos expériences, ce sera fort volontiers. Merci beaucoup. Stéphanie, Monsieur Hélard est parti? Oui, clairement, il est parti. Alors, Monsieur Hélard… Non, je suis là. Ah, mais il est là, Monsieur Hélard, excusez-moi. Je suis ravie que vous Oui. soyez encore là et je suis vraiment désolée pour le délai. Parce que là j'ai une réunion importante à 17h, donc je suis désolé. Donc, je vais pouvoir faire une petite intervention rapide si vous le souhaitez. Je vous laisse la main tout de suite. C'est parti. 7h. J'avais préparé des diapos avec mes collaboratrices. Donc, je vais me présenter rapidement. Didier Hélard. Donc, moi, je suis médecin spécialiste, directeur de clinique, donc dans les Hauts-de-France, donc la région la plus septentrionale de la métropole. Donc, je suis également président de la commission sport santé de l'ANDES. L'ANDES, c'est en fait l'association nationale des élus en charge du sport, où il y a également d'ailleurs une commission outre-mer et qui travaille un petit peu en réseau avec 8000 collectivités de métropolitaines et d'outre-mer, donc sur différentes thématiques. Je suis également président donc de la commission sport santé des Hauts-de-France, ces 5 départements au nord de Paris. Et puis également depuis le mois de décembre, j'ai été proposé par à la fois le ministre des Sports et des Jeux Olympiques, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et le ministre de la Santé et de la Prévention pour une mission. Nous sommes 10 experts nationaux sur le déploiement des activités physiques et sportives au sein de nos territoires. On a d'ailleurs encore une réunion demain au ministère de la Santé et de la Prévention. Moi, je voulais insister quand même sur le fait que la situation sanitaire qu'on a vécue, aussi bien en métropole qu'en outre-mer,
a été à la fois un incubateur pour les pathologies chroniques, mais également un révélateur et un accélérateur sur la nécessité de réaliser des activités physiques et sportives, à la fois pour améliorer et conserver le capital physique et mental de nos concitoyens, parce qu'on sait que vraiment que la sédentarité et l'inactivité physique, c'est la 4e cause de mortalité dans le monde et c'est la première cause de mortalité évitable en France, et que le fait de réaliser des activités physiques et sportives, c'est tout à fait bénéfique, puisque ça permet de diminuer de 25 à 30% les maladies cardiovasculaires. Ça diminue également les risques de 50%, les risques de diabète, de 30 à 35% les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Ça permet d'augmenter également la longévité, prolonger de 7 ans l'espérance de vie, et ça diminue la possibilité d'être en perte d'autonomie. Alors, avec ce constat, on est, moi je le dis toujours, assis sur une bombe à retardement, en particulier pour les adolescents, et on est face aussi à un véritable tsunami, puisque les maladies chroniques, c'est la première cause de mortalité mondiale, et en Europe, par contre, elles concourent à 86% des décès et impactent lourdement les dépenses de santé. 10 millions de personnes en affection de longue durée, donc c'est une liste de 30 maladies en France, et 20 millions de personnes atteintes d'une pathologie chronique. Et selon l'assurance maladie, les pathologies chroniques par elles-mêmes représenteraient 63% des dépenses de santé dans le régime général en France, soit 86 millions d'euros, et touche à peu près un tiers de la population, soit à peu près, comme je disais tout à l'heure, plus de 20 millions de personnes. Alors, le tsunami, on va l'avoir dans les 5 ans qui viennent, parce que le nombre de maladies chroniques attendues entre 2020 et 2025, c'est entre 150 et 200 000 maladies chroniques par an. Donc, ça grève vraiment beaucoup l'assurance maladie, et on ne sait pas comment on va pouvoir financièrement prendre en charge ces pathologies chroniques, puisque on est dans un contexte, vous le savez, de difficulté d'accès aux soins et de démographie médicale qui effectivement fait qu'il y a de moins en moins de médecins. Donc, il est important que l'on puisse travailler sur cette thématique et surtout par l'activité physique et sportive qui est vraiment à considérer comme un médicament, comme un médicament pour pouvoir diminuer les posologies, aussi bien dans le diabète, dans les maladies cardiovasculaires, en faisant du sport. C'est important parce que on sait très bien que la proportion des décès en Europe, c'est 10% des décès sont dus à l'inactivité physique, et on sait très bien qu'avec la période sanitaire que l'on a vécue, avec actuellement le fait il y a du télétravail, que les gens font moins de sport, donc on est dans un contexte difficile. Et le problème, c'est surtout au niveau des adolescents, puisque on sait que 95% de la population adulte est exposée à un risque de détérioration de sa santé physique et mentale par manque d'activité physique et sportive, mais surtout 2 tiers des adolescents passent plus de 2 heures par jour devant leurs écrans. Donc, pendant ce temps-là, ils font pas de sport, alors qu'on a par l'OMS, on sait très bien qu'on a des recommandations, 60 minutes d'activité physique et sportive nécessaires par adolescent, par jeune, par jour, 30% chez les adultes, et on sait que les adolescents, ils ont perdu 40% de leur capacité 25% de leur capacité cardio-respiratoire en 25 ans. C'est-à-dire que quand ils faisaient, les jeunes faisaient 3 minutes pour faire un tour et demi de piste, maintenant ils vont mettre sur une piste, ils vont mettre 1 minute en plus, et ça ne fait que pouvoir s'altérer. Et les pathologies qu'on a connues, moi je me souviens quand j'étais interne chez de clinique, on avait il y a 20 ans, on avait l'infarctus du myocarde qui arrivait à 45-50 ans. Maintenant, on commence à avoir des infarctus du myocarde à partir de 30 ans. Ça veut dire qu'on est devant, comme je disais tout à l'heure, une véritable bombe à retardement. Et ce qui est important, c'est que l'on puisse diminuer le temps passé devant les écrans, c'est important, et puis pouvoir faire des
du sport, c'est important puisque 2 jeunes sur 3 présentent un risque sanitaire extrêmement préoccupant. Et le coût socio-économique de l'inactivité en France, c'est 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros. Et donc, si on pouvait faire, tous les gens en situation de pathologie chronique pouvaient faire 10% d'activité physique et sportive en plus de ce qu'ils font actuellement, ça serait une économie substantielle pour l'assurance maladie, d'à peu près 600 millions d'euros. Donc, c'est pas négligeable du tout. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sport santé et donc l'activité physique et sportive adaptée aux patients, adaptée en faisant du sport de manière régulière, progressive, encadrée. C'est vraiment un levier d'action extrêmement important pour diminuer en cas de prévention secondaire ou tertiaire, les risques de complications ou de récidive d'une maladie importante. Et également, ça permet aussi de pouvoir réduire le coût de l'assurance maladie. Et c'est vrai que les constats qui ont été faits chez vous en Outre-mer, c'est d'autant plus important que le taux de surpoids peut atteindre entre 31 et 34% de mémoire dans vos départements, aussi bien Guadeloupe, Guyane, Martinique, avec un risque d'obésité qui n'est pas négligeable. Et c'est vrai que ce risque, il est corrélé surtout au manque d'activité physique, bien que dans les départements d'outre-mer, c'est vrai qu'on a beaucoup de pratiquants réguliers, mais l'activité physique, elle est moins encadrée qu'en métropole, puisque on a en métropole 11 licenciés pour 100 000 habitants et qu'effectivement, chez vous, on passe à 17 à La Réunion, 22, effectivement, 11 en métropole, à Mayotte, 17 à La Réunion et chez nous, 22 en métropole. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'activités physiques à réaliser. Tout à l'heure, j'entendais parler des différents intervenants, effectivement, de la consommation excessive de sucre, notamment causée par le non-respect des réglementations en vigueur sur les quantités de sucre autorisées dans les produits transformés, ça c'est la loi UREL, et puis la promotion également de l'alcool qui n'est pas respectée avec la loi E20. Donc vraiment, on a une prévalence importante des facteurs de risque, encore plus en outre-mer que en métropole. Ces risques sont majeurs. Et puis, moi, je dis toujours, le sport, c'est un enjeu de santé publique. C'est vrai que le sport, c'est un enjeu d'attractivité du territoire, c'est un enjeu et également d'éducation, d'insertion, de tolérance, mais c'est également surtout un enjeu de santé publique. D'autant plus qu'avec les Jeux olympiques et paralympiques qui vont se dérouler dans nos territoires en 2024, vraiment, on a un levier extrêmement important pour essayer de permettre à l'ensemble de la population de réaliser du sport, puisque le coût de la sédentarité est extrêmement important, 16,7 milliards d'euros chaque année pour les finances publiques, donc 80% pour les dépenses de santé directes. Donc, c'est important que l'on puisse tous travailler ensemble et qu'on puisse tous désamorcer cette bombe à retardement. C'est extrêmement important que cette bombe à retardement, on la désamorce ensemble, en particulier pour la population la plus jeune, puisque on a ces risques extrêmement importants et c'est pour ça que demain encore au ministère de la Santé et de la Prévention, de manière concomitante avec les ministères des Sports et des Jeux Olympiques, en présence du ministre François Braun, on va présenter des recommandations à la fois sur le sport santé sur ordonnance dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire, mais également pour les maisons sport santé pour qu'il y ait une prise en charge qui soit à la fois importante, puisqu'avec les articles 51, moi j'ai beaucoup travaillé avec les parlementaires sur ces articles 51 qui permettent, lors des expérimentations, de pouvoir par la suite mettre en place des décrets. Bon, là, c'est vrai qu'il y a toujours un retard par rapport à la mise en place des décrets. Donc, ils existent pour le cancer du sein, pour une prise en charge d'une partie du parcours de soins des patientes atteintes d'un parcours de soins, mais également pour les patients atteints de diabète de type 2, également une prise en charge. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu sur les pathologies pour qu'on puisse avoir avec la Caisse nationale d'assurance maladie et les mutuelles une prise en charge
importante et je pense que là, on est à la croisée des chemins et qu'on va arriver à sensibiliser quand même les instances gouvernementales sur la nécessité de prendre en charge vraiment ces pathologies. Pour terminer, je voudrais dire au niveau de l'ANDES, hein, donc l'ANDES, l'Association nationale des élus au sport, on a beaucoup travaillé. Et c'est vrai que le sport santé, c'est la thématique phare de l'ANDES. Hein. Moi, j'y travaille depuis plus de 25 ans sur cette thématique. Et c'est vrai que vous pourrez retrouver dans les ressources de l'ANDES une étude d'une part, que j'avais déjà réalisée il y a 3 ans, montrant un petit peu qu'on était en France plus dans une culture du curatif et pas dans une culture du préventif comme les pays d'Europe du Nord et d'Europe du Sud ou les pays scandinaves qui sont plus avancés que nous. Moi, c'est vrai que quand je fais des cours à la faculté de médecine sur un cursus universitaire pour les futurs médecins, c'est 10 heures simplement qui sont allouées pour la prévention. Et la prévention, c'est extrêmement important. Donc, on est un petit peu à l'inverse des autres pays. Et puis, également, une étude que l'on a mis en place sur les politiques de sport santé au niveau de la métropole et d'outre-mer, avec des initiatives locales. On a recensé un petit peu l'ensemble des besoins et des difficultés qui sont exprimés par les élus des collectivités locales pour mettre en place des dispositifs sport santé. Donc, vous aurez accès à tous ces documents, il y a aucun problème, ils sont libres. Hein. Et on avait fait également des fiches d'action pour mettre en œuvre une politique sport santé, à la fois sur les possibilités de financement, les partenariats possibles, les diagnostics qui sont en faire, avec une cartographie qui existe en métropole et en outre-mer sur vraiment ces politiques. Et puis, la contribution également, l'ANDES, on avait contribué à la mission d'évaluation des politiques publiques du sport, donc en outre-mer. Donc, c'était vraiment un travail très intéressant. Et vous verrez sur le dernier slide que je ne vais pas commenter, mais que mes collaboratrices avaient mis en place, hein, sur l'exemple de sport santé sur ordonnance à Matoury, une ville de Guyane d'à peu près plus de 34 000 habitants, hein, avec ces deux maisons sport santé et puis les financements possibles, hein, par les agences régionales de santé, hein, donc et par éventuellement les départements ou les structures institutionnelles. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Si vous avez une ou deux questions, je peux effectivement les prendre sans problème avant de devoir me déconnecter. Je vous remercie de votre écoute en tout cas. Merci à vous, docteur Hélard. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, j'arrive tout de suite. Hop, hop. Alors, docteur Hélard, vous avez parlé effectivement de prévention et Oui. effectivement, dans le cursus médical, comme vous l'avez dit, c'est très limité. Or, je trouve qu'on a très sous-exploité une compétence qu'ont les infirmières en général, c'est celle de la prévention. Malheureusement, comme la prévention, elle est très médico-centrée, donc on a on n'a pas suffisamment de médecins, malheureusement. Et là aussi, je pense qu'il y a un vrai levier pour améliorer ça. Alors, le sport santé, c'est vrai que moi, je viens de Guyane, donc je connais très bien ce qui s'y fait actuellement, notamment certains médecins qui participent. Mais c'est vrai que là encore, on aurait peut-être des leviers à pouvoir utiliser en dehors des IPA. Je ne rentre pas dans le champ des compétences des IPA, mais au niveau des infirmiers, que ce soit en structure, soit les infirmiers libéraux au niveau de la ville. Là, je pense qu'il y a un vrai levier puisque ça fait partie de notre cœur de métier. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire bouger les lignes puisque ça reste encore très médico-centré. Alors, pour répondre à votre question, vous avez tout à fait raison. Hein, et la période sanitaire que l'on a vécue pendant 2 ans a montré qu'il fallait travailler en réseau. C'est extrêmement important de travailler. Ça se fait beaucoup, hein, dans les pays d'Europe du Nord, par exemple, de travailler en réseau entre tous les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes. Ça permet effectivement de pouvoir, dans le cadre de la prévention primaire en particulier, de pouvoir apporter
apporter une solution. Et puis également, ne pas négliger également les éducateurs, hein, donc les éducateurs APA, en activité physique et sportive adaptée, une reconnaissance, et c'est le cadre de nos recommandations que l'on fait au ministère, pour pouvoir donc prendre en charge également les patients, après avoir effectivement un bilan initial qui a été réalisé par le médecin coordonnateur du dispositif sport santé mis en place par une collectivité locale ou bien dans les maisons sport santé, mais qu'on puisse utiliser l'ensemble des acteurs qui travaillent sur vraiment pour permettre justement de pouvoir développer les activités physiques et sportives sur notre territoire. Et moi, je dis toujours, le sport, c'est un enjeu de santé publique, mais le sport, c'est un médicament également, hein, puisque depuis maintenant, le décret du 30 décembre 2016 et l'instruction ministérielle du 3 mars 2017, les médecins peuvent prescrire une activité physique et sportive à leurs patients en affection de longue durée ou ceux qui sont en situation de maladie chronique. Et puis la loi de démocratisation du sport du 2 mars 2022, elle a permis justement de pouvoir avoir une reconnaissance à la fois de prescription pour les maladies chroniques, les affections de longue durée, les patients en situation de perte d'autonomie, ceux qui ont des facteurs de risque. Donc, on a tous les ingrédients qui sont réunis. Maintenant, il faut une volonté politique pour pouvoir justement mettre en réseau l'ensemble des acteurs et puis financer le sport comme un outil important au service de la prévention. Merci beaucoup. On a une question au fond. Oui, ma question, elle demeure sur la pratique du sport. En parlant de Mayotte, justement, il s'avère que la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc, elle est ou estudiantine ou elle est amenée à être dans le sport pour justement pouvoir éradiquer une des phénomènes les plus importants à Mayotte actuellement, à savoir la délinquance. Donc, pour lutter contre la délinquance, il manque énormément d'infrastructures à Mayotte, notamment dans ma collectivité où je prends l'exemple. Permettez-moi de vous dire, par exemple, au collège, nous avons 2000 élèves au collège de Pamandi, collège des Namdéré. Le lycée en a autant et le nombre de licenciés dans le village représente à peu près 1000 licenciés, toutes catégories confondues. Il y a dans ma collectivité un gymnase et un terrain de foot, un plateau pour le lycée et un plateau pour le collège. Tous ces enfants ou toutes ces personnes qui seraient amenées au-delà de l'ensemble de la population à la pratique du sport n'est pas doté de ces infrastructures pour pouvoir pratiquer le sport. Pour lutter contre la délinquance, il faudrait que ces enfants puissent être encadrés pour ne pas être voués ou laissés à eux-mêmes et s'orienter vers ces addictions, notamment l'alcool, la chimie, qui est un phénomène très important à Mayotte. Et on n'arrive pas malgré la volonté politique, malgré les volontés des associations, malgré tout ça, on n'arrive pas à pouvoir amener tout le monde à la pratique du sport qui, aujourd'hui, et par différentes interventions, nous dit que ça fait partie des médicaments pour lutter contre non seulement l'obésité, mais aussi contre la délinquance. Donc, si on peut avoir des éléments de réponse pour pouvoir améliorer les infrastructures dans nos collectivités, pour qu'on arrive à occuper ces enfants, pour qu'ils ne soient pas dévoués à eux-mêmes, pour qu'ils arrivent à faire des actes de vandalisme, de délinquance, etc. Alors, je vais vous répondre, effectivement, au niveau de l'Andes, on travaille beaucoup sur les équipements sportifs, puisque les collectivités locales sont propriétaires de plus de 80% des équipements sportifs et consacrent chaque année 12,6 milliards d'euros par an pour créer ou rénover des équipements sportifs. On a conscience qu'il y a une carence des équipements sportifs dans l'outre-mer. Ça, effectivement, ça a été notre cheval de bataille pendant des années. Et c'est pour ça que, au niveau de l'Agence nationale du sport, il y a des crédits qui vont être fléchés donc pour pouvoir améliorer la construction des équipements sportifs. Et on sait que quand on fait du sport, c'est vrai que, comme vous le dites fort justement, il y a moins de délinquance, moins de consommation d'alcool, de drogue également.
Et puis aussi dire qu'on a travaillé aussi sur la nécessité pour d'avoir ce qu'on appelle des APQ, c'est-à-dire des activités physiques quotidiennes dans les écoles, hein, pour que les enfants puissent réaliser une activité physique. Et puis également dans les collèges et lycées, 2 heures de sport, hein, donc par semaine en plus. Et on a fait une étude donc avec mon collègue, le professeur François Carré, montrant que on avait si vous voulez, 2 échantillons, un échantillon de personnes, hein, donc dans les collèges qui faisaient donc le sport donc en EPS de manière régulière, et ceux à qui on mettait donc 2 séances d'1 quart d'heure supplémentaire par semaine. Et on s'est aperçu que dans les échantillons, il y avait plus de sport, c'est-à-dire que les gens avaient effectivement moins de pathologies, hein, donc moins d'asthme, ils avaient amélioré leur capacité physique, leur capacité cardio-respiratoire, et puis ils avaient des meilleurs résultats scolaires. Moi, j'étais encore tout à l'heure avec France Stratégie, donc pour montrer un petit peu public, là, France Publique, qui montrait un petit peu que c'est vrai qu'il y a une volonté, hein, donc de tout travailler ensemble et pouvoir améliorer ces indicateurs chez les adolescents pour désamorcer, comme je disais tout à l'heure, tous ensemble cette bombe à retardement sur laquelle on est assis, et puis éviter ce tsunami, hein, qui va devoir effectivement nous emporter si on ne fait pas grand-chose. Et le sport, un véritable médicament, et il faut le considérer comme ça, parce qu'on sait très bien que les patients qui ont un traitement diabète de type 1 par exemple, où ils prennent régulièrement leur traitement antidiabétique, ben, en fait du sport, ça permet de réduire les doses aussi. Donc les preuves médicales, les publications scientifiques existent, on sait exactement, hein, ce qu'il faut faire. Maintenant, ben, il faut une volonté politique. C'est le cadre de notre mission, hein, pour pouvoir donc permettre justement d'améliorer cette situation. Alors, je vais devoir vous quitter malheureusement, donc je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Et s'il y avait vraiment des éléments particuliers, vous pouvez toujours joindre Margot, hein, donc qui est ma collaboratrice au niveau de l'ANDES, et puis je me permettrai de vous répondre s'il y avait des questions spécifiques. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de réunion, et puis merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Juste pour répondre à ce que vous disiez, j'ai bien noté la question et j'ai sous le coude quelques associations, notamment qui mettent en place des projets, et je ferai le relais. Oui, alors d'autant plus que demain, donc moi à Paris, j'ai la réunion aussi des villes sport santé OMS, où on a donc beaucoup de villes de la métropole, mais des villes d'outre-mer également. Donc on pourra je ferai passer le message. Voilà, il y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci vous aussi. Au revoir. Oui, Madame Micro. C'est tout simplement pour réagir, parce qu'en fait, il n'y a pas que les médecins. Vous avez posé la question concernant la prévention, mais pour la partie dans la loi de 2019 concernant l'organisation des systèmes de santé, il y a des dispositifs d'appui et d'accompagnement à la coordination, les DAC on les appelle comme ça, et il y a il faut les mettre en place. C'est-à-dire que là, ce sont des outils qui existent. Ce sont des outils qui existent et qu'il faudrait effectivement, il n'y a pas en Guyane. Donc, en Guadeloupe, il y avait déjà, par exemple, le groupement d'intérêt le GIP RASPEC, par exemple, avec les réseaux de santé. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui existent. Donc, ça peut être à l'initiative des associations, des élus, mais ce sont des dispositifs d'appui à la coordination. Et il y a également pour l'activité physique et sportive des personnes ressources qui sont habilitées, parce que tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi, mais il y a aussi des personnes qui sont habilitées à faire des activités physiques et sportives, et ça peut être pris en compte par les ARS et financé par les ARS. Voilà, je voulais quand même dire ça, je ne vais pas monopoliser davantage. Merci. Ce n'est pas de la monopolisation dans le sens où il y a toujours un intérêt fort. J'ai vu. Alors, juste avant, je vais vous demander votre avis. On a encore plusieurs intervenants qui doivent intervenir sur ces sujets-là. Je suis passée aux questions parce que le docteur Hélard devait partir. Est-ce que ça vous dérange si on laisse intervenir nos personnes et ensuite on reprend les questions? Très bien. Donc, et qui sont justement partis. Allez, je vous écoute. Alors,
Merci. Je vais faire très court. Elle a beaucoup parlé de Mayotte avec 0 donnée. Ça fait plus de 7 ans. Elle est sur Mayotte. Elle reçoit des financements à Mayotte. Elle vient ici présenter les données de la Réunion, sachant que je suis en face. Nous sommes en face, nous sommes Mahorais. Nous savons ce qui se passe sur Mayotte. Elle ne présente pas les données de Mayotte. On trouve ça normal. Non, je suis d'accord. Donc, ça fait partie des choses que je dis. On a besoin de se dire les choses en face. C'est dommage qu'elle soit partie un peu plus tôt. C'est vraiment dommage. On a besoin de se dire les choses en face pour qu'on puisse avancer. Ça fait partie des choses que je dénonce, que nous dénonçons à Mayotte. On ne peut pas utiliser Mayotte quand il s'agit d'une régionalisation, de venir ici au niveau national pour chercher des financements et utiliser les financements que sur un côté Réunion. Ce n'est pas possible. C'est plus possible. Mais j'avais besoin de le dire, donc il fallait que je le dise. Deuxième point, l'ANDES, c'est 700 000 € pour Mayotte. Ce n'est même pas un équipement pour un territoire. 700 000 € pour Mayotte. Et puis on vient dire ce qu'il faut faire. Commençons déjà par mettre réellement les moyens, donnons après les leçons sur ce qu'il faut faire. Je suis vraiment désolé d'être aussi cru, parce qu'on commence à en avoir un peu trop. On est sur des politiques, on est sur des territoires, on a tendance à oublier nos souffrances. Et quand on est ici au niveau national, ils nous utilisent nos souffrances pour aller plus loin, pour revendiquer. Non, non, ça ne peut plus continuer. Merci. Et ne vous excusez pas d'être cru parce qu'on n'est pas là pour être politiquement correct, on est là pour dire les problèmes et justement essayer de trouver des solutions ensemble. J'espère que vous avez des solutions, mesdames et messieurs. Attention. Hein. Je vais donc donner la parole. Alors, on a été un peu désorganisé à cause des contretemps des uns et des autres. Je vais reprendre un peu depuis le début. Cette table ronde est consacrée aux fléaux, qui sont des fléaux partout en France, mais on s'en rend compte au quotidien, beaucoup plus en Outre-mer, que ce soit le diabète, l'obésité, les addictions. C'est des fléaux qui touchent tout le territoire national, mais encore plus nos territoires ultramarins. J'ai à mes côtés Fabienne Dacalor, qui est élue de la commune de Gourbert en Guadeloupe et qui est rapporteure de notre commission santé à la CCDOM. Donc, elle va nous faire un focus sur l'obésité, notamment en Guadeloupe. Je vais demander à Stéphanie de mettre, parce que moi, j'ai des chiffres sur tous les territoires, j'essaye, et je dois bien reconnaître, Mayotte, pourquoi on n'a jamais de chiffres? Pourquoi quelles que soient les thématiques, on n'a pas de chiffres sur Mayotte, on a très peu de chiffres en Outre-mer, on s'en plaint. Mais alors, à Mayotte, c'est encore pire qu'ailleurs. Effectivement, je pense de votre réflexion qu'en fait, vos chiffres sont à La Réunion. Ils doivent être inclus quelque part dans des données de La Réunion. C'est fort probable, mais on posera fortement la question. Je te laisse la parole, Fabienne. Merci, bonsoir à tous. Donc, Fabienne Dacalor, rapporteure de la commission santé à la CCDOM et élue de la ville de Gourbert. Aujourd'hui, quelques chiffres en Guadeloupe concernant l'obésité, des fléaux qui occupent notre territoire, principalement la Guadeloupe, mais en général, les chiffres sont similaires à quelques milliers près. L'obésité, l'hypertension et le diabète. Donc, on parle de surpoids, d'adiposité. Ce sont des sujets qui sont tabous pour certains, mais les chiffres sont sans équivoque. Donc, selon la Ligue contre l'obésité, il existerait 800 millions d'adultes dans le monde souffrant d'obésité. En Guadeloupe, près de 60% de la population est en surcharge pondérale et plus de 30% souffrent d'obésité. Donc, c'est dû principalement chez nous à une mauvaise alimentation, une alimentation trop riche, une activité physique, comme le disait le docteur Ella, très pauvre. Et au-delà de ça, il y a aussi des facteurs génétiques ou chroniques qui peuvent aussi intervenir. Donc, en 2019, l'obésité touche en Guadeloupe 1 habitant sur 5.
Et comme je le disais au préalable, hein, c'est le manque d'activité, l'ennui, la sédentarité. Voilà, les gens font du surplace. Et c'est une des causes de la prise de poids. Donc, la prévalence du surpoids est de 37% chez les hommes et de 34% pour les femmes. Celle de l'obésité est de 14% chez les hommes et de 31% chez les femmes. Donc, elle concerne 20% des personnes de 30 à 75 ans et des personnes de moins de 15 ans à 29 ans, et on est à 10%. Donc, chez nous, donc, ce risque d'obésité engendre forcément des problématiques telles que l'hypertension artérielle, évidemment, et le diabète. Donc, les causes de cette obésité, le surpoids, s'expliquent en partie par l'alimentation. En 2019, la consommation de fruits et légumes en Guadeloupe et ailleurs est moindre que celle de la France hexagonale, donc 45% pour les Outre-mer contre 59%. Et le constat est le même en regardant sur les chiffres des autres collectivités. La consommation quotidienne de boissons sucrées et des sodas varie, donc selon les territoires. Et pour la Guadeloupe, c'est 12% contre 10% pour la France hexagonale. 18% des Guadeloupéens donc, effectuent une demi-heure de sport, ce qui n'est pas suffisant. Du sport, alors on parle de marche, de vélo, mais selon les chiffres, il aurait fallu qu'une personne en surpoids ou obèse fasse au minimum 1h30 de sport. Et nous n'en sommes pas encore là. Il y a aussi le fait que cette obésité persiste. Ils ont du mal à se faire soigner, à se faire suivre. Alors allez voir un spécialiste coûte. Nous en parlions ce matin. Allez voir un spécialiste coûte, que ce soit les honoraires, que ce soit le déplacement. Ils ont tendance à se dire, bon, ils auront le temps. Ils ne sont pas si gros que ça. Donc, lorsque je parlais au début de sujets tabous, on revient dessus. Donc, il y a une très large majorité de la population guadeloupéenne de 15 ans ou plus où on dirige vers des soins et 28% d'entre eux ont dû retarder, même parfois renoncer, parce que soit ils n'ont pas les moyens, soit les délais pour aller voir ce spécialiste est trop long, donc ils y renoncent. Moyens de transport, comme je l'ai dit. Donc, il est fréquent qu'une personne reporte ou renonce aux soins pour l'obésité. De plus, un Guadeloupéen, donc un Guadeloupéen ou un Domien sur 6 renonce aux soins pour des raisons financières. Donc, c'est 3 points de plus qu'en France, puisqu'en France aussi, le problème subsiste. Et la couverture médicale joue un rôle important contre le renoncement financier. 13% des bénéficiaires d'une mutuelle renoncent à des soins pour ces raisons, contre 25% sur toute la population. Donc, comme je le disais, lorsqu'on souffre d'obésité ou de surcharge pondérale, cela peut entraîner donc, des problèmes sur l'hypertension artérielle. Donc, on est dans le même cas de figure, et que ce soit aussi pour le diabète. Consommer trop de sucre, ne pas faire d'activité, tous ces éléments, en tout cas ces 3 facteurs, ils ont révélé que ce sont les raisons pour lesquelles, en Guadeloupe, nous sommes sujettes, en tout cas, à ces maladies qui sont, on va dire, en première ligne. Et pour faire une petite anecdote, hein, dans la ville dans laquelle je réside et je suis élue, nous essayons dans les restaurations scolaires de faire les enfants manger le plus que possible des aliments sains et des aliments bio. Nous avons aussi augmenté le temps du sport. Nous mettons en place, en lien avec les associations, aussi des activités pour eux, en dehors de l'école, de la vie scolaire, que ce soit pour eux ou pour leur famille. Donc, le sport en famille, beaucoup d'activités sont dans ce sens. Nous essayons tant que nous pouvons
de pouvoir réguler à ce type de problème, puisqu'il est en forte augmentation depuis 2014. On est à plus de 20% d'augmentation de personnes qui sont en surcharge pondérale. Et donc, voilà, les causes restent toujours les mêmes. La vie chère fait qu'on consomme au moins cher. Le moins cher n'est pas forcément bon. Et voilà, c'est un cercle vicieux, tout à fait. Donc, voilà. En gros, les chiffres que je vous ai donnés, les chiffres en tout cas de la Guadeloupe, sont quasiment identiques, que ce soit pour la Martinique, que ce soit pour la Guyane, la Réunion et autres. Voilà. Merci beaucoup. David, on va faire un focus sur la Guyane. On part en Guyane? On a déjà commencé tout à l'heure avec Alexandre, les interventions de Mme Awate Fargoubi. Bonjour tout le monde. Alors, en m'entend, oui, c'est bon. Je suis David Velwachter, je suis président du service de santé au travail de Guyane maintenant, parce qu'il a fusionné. Il y a 64 000 personnes en population active chez nous, population d'à peu près 300 000 habitants, et nous suivons à peu près 40 000 salariés avec tous les centres, celui de Cayenne, celui de Kourou et celui de Saint-Laurent. Donc, merci Laetitia de m'avoir invité. Je pense que ça fait suite aux échanges qui ont pu avoir lieu avant et que je suis là surtout pour faire part de la politique qu'on essaye de mener. On est tous ici parce que nous avons des problèmes d'accès aux soins. On est conscient que ça ne va pas s'améliorer, c'est-à-dire qu'on n'aura pas plus de médecins, etc. Et qu'il faut donc, j'ai envie de dire, changer de braquet, mais peut-être même de de pneus, de roues, de vélos, de véhicules. Quoi qu'il en soit, il faut changer notre façon de faire. Et dans cela, je pense que on est tous, notamment les politiques, limités par les textes sur ce qu'on peut faire, où on peut aller, mais on doit se rappeler qu'il s'agit d'abord de nous, de notre santé, donc c'est à nous de trouver les moyens de le faire. Dans le cas d'un service de santé au travail, on dépend du ministère du Travail, non pas du ministère de la Santé. Donc déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bien, on a un peu plus de marge de manœuvre. J'ai oublié de le dire en préambule, je suis président délégué du MEDEF Guyane, donc je représente, je suis mandaté par donc, le MEDEF au sein de cette instance et pour défendre les intérêts des entreprises. Et on oublie que souvent les entreprises, ce n'est pas que le patron, c'est également les salariés qui vont avec. Donc on a tout intérêt, que ce soit le MEDEF ou les autres branches patronales, à faire en sorte que de prendre en charge, au-delà d'éviter le mal-être, le bien-être des salariés, de mettre en avant la QVT. Donc, il dit ça parce qu'il est important de connaître nos missions et notre champ d'action, c'est la prévention. Et la prévention, on l'a fait parce qu'on reçoit des éléments qui nous disent qu'il faut faire une information sur le diabète, il faut faire une information sur l'obésité, sur la toxicologie, les addictions, etc. Et je me suis rendu compte très vite, à l'instar de ce qu'a dit monsieur l'élu là tout à l'heure de Mayotte, qu'on a très peu de chiffres. Même les données qu'on analyse, j'ai fait des recherches de mon côté aussi avant de venir. Au mieux, j'ai trouvé 2020 avec l'Atlas de santé qu'avait fait l'Observatoire régional de santé. Très bon travail d'ailleurs au passage, mais qui date quand même de 2020. Et en analysant les données concernant le diabète et l'hypertension, etc., je me suis rendu compte en fait que leur source, c'est tout simplement, en gros, c'est la Sécu. On regarde tous les traitements qui sont faits, etc. Et c'est à partir de là qu'on voit effectivement ceux qui sont suivis médicalement, ce que ça donne. Alors, je reprends maintenant ma casquette au niveau de la santé au travail. La plupart du temps, on voit des personnes qui vont bien. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'étudier ce qui vont bien et puis détecter plus tôt. Si on a des problèmes à soigner les gens, autant faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades. Donc, aujourd'hui, c'est là qu'on comprend vraiment notre casquette. Et puis, ça tombe bien, je suis un jeune président, ça fait 2 ans que je suis à la tête du service de santé. Et il y a la loi du 2 août 2021 qui réforme les missions de ces centres de prévention et met en premier point la prévention. En fait, ils ont toujours fait de la prévention depuis la création. Mais simplement, le fait de le mettre un peu en avant rappelle l'importance d'un service de santé au travail dans cette logique, je dirais, de médecine interagique qui vise en fait à ne pas hôpitaux-centrer, j'ai envie de dire, la médecine. D'accord ? Il faut vraiment intégrer les paramédicaux un peu plus dans l'accès aux soins pour que justement, du sport, comme il a dit l'auditeur précédent, à la nutrition, tout ce qui va permettre de faire en sorte qu'on ne tombe pas malade. Alors, si on ne peut pas se soigner et qu'on n'a pas de médecin, on a plutôt intérêt à ne pas tomber malade. Donc, en gros, ce que j'essaye de faire avec les collègues avec qui on travaille sur les services de prévention de santé au travail,
c'est d'augmenter certes notre prévention, évidemment par l'information, les ateliers, les mises en situation pour l'addictiologie, etc., mais surtout en augmentant la partie du dépistage et faire en sorte qu'au niveau des diagnostics, on soit meilleur. Alors, pour un médecin, c'est le protocole qui parle. Je crois qu'il faut aller sur la culture médicale. Et ce que j'ai vu tout à l'heure fait à La Réunion comme en Guyane, hein, où on parlait de la pharmacopée de façon générale, montre l'importance d'intégrer une culture différente. Il nous faut mieux prévenir, il nous faut plus diagnostiquer et mieux diagnostiquer. Alors tout ça, alors qu'on manque de ressources en temps médical, il ne faut pas que ça prenne plus de temps. Donc quand on entend parler d'intelligence artificielle, etc. et tout, je me dis, ben là encore, c'est le moment de profiter sur des changements, sur les outils de pilotage, les moyens de collecter ces données, parce que c'est une fois qu'on aura les données qu'on sera capable de mieux piloter. Alors, vous le disiez à l'instant, quand on a une population qui est obèse, ben forcément, on a un risque plus fort d'hypertension ou d'autres maladies chroniques. Et je l'ai appris au parcours que les maladies chroniques, elles sont silencieuses souvent. Elles s'installent doucement, très vicieuses en fait. Mais par contre, si on les prend assez tôt, ben pour la plupart, on peut s'en sortir. Alors, ça fait appel à tout ce qui est cancer, etc. Dans nos régions, notre problème, ce n'est pas de les traiter, c'est de les détecter. Une fois qu'ils sont détectés, ben, tout va très vite. Mais par contre, on a un problème sur la détection. Donc, j'essaye avec j'allais dire les collègues, mais oui, médecins que nous avons dans les services, mais ils me suivent sur ça, c'est de dire, OK, on va augmenter le champ des diagnostics qu'on fait pour que justement, on soit en mesure de mieux prévenir d'une part et de mieux, comment dirais-je, orienter d'autre part. Quand on fait la médecine, on fait la visite de prévention au niveau des services de travail, on réoriente souvent. Aller voir le cardio, aller voir l'ophtalmo ou autre. Et là aussi, quand je dis souvent, c'est près de 35% chez nous, par exemple. 37% des visites, il y a une réorientation, il faut que la personne parte pour revenir. Donc là aussi, il y a un effort qu'on a pu faire pour mettre à niveau tout l'équipement qui permettait d'augmenter la capacité des tests qu'on était capable de faire in situ. Ensuite, tous les services de santé exercent, enfin, je ne sais pas. Oui, La Réunion, c'est pareil. D'ailleurs, on est souvent en retard parce qu'il nous manque encore des médecins. Donc, en fait, voilà, il faut trouver des moyens d'intégrer autrement que les médecins, les infirmières ou tout ce qui va avec, les psychologues et tout, les assistantes médicales, de façon là encore à aller un peu plus loin et faire en sorte qu'on soit capable de voir plus de personnes. Dans le centre de Cayenne, par exemple, c'est près de 1000 personnes qu'on voit par mois, à minima. Donc, vous voyez, ça fait un petit échantillon pas mal et ne serait-ce que si on n'a pas enfin, rien qu'avec ça, si on pose les bonnes questions, parce que c'est souvent du déclaratif, mais qu'on a le bon outil, on est capable d'avoir de superbes données. Donc là, mardi, j'ai signé une convention pour la mise en place d'un nouveau logiciel qui va nous permettre évidemment, faire notre travail, celui de suivi des visites de santé au travail, mais surtout derrière qui va nous permettre de préfigurer un observatoire de données aux santé au travail. Et ces données vont nous permettre de piloter la prévention, en l'occurrence la prévention primaire. Donc voilà, pour moi, la meilleure façon de combattre le diabète, l'hypertension ou toute l'addiction, c'est un peu plus compliqué, j'y reviendrai après, mais il nous faut savoir qui en souffre, à partir de quand et comment. Et puis surtout, regarder ce qui n'en souffre pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et derrière ça, on sera capable de profiler, avec tous les outils qui vont venir, la meilleure façon d'agir pour que justement, on soit moins sur le risque de tomber malade. Et ainsi, la ressource médicale qui sera disponible, mais le sera pour ceux qui en sont vraiment nécessiteux. Donc, il faut donc également, là en plus, dans cette étape de la prévention, développer le aller vers. On a tous, enfin, surtout en Guyane, mais c'est aussi vrai dans les autres régions, des problèmes pour accéder aux soins. Il faut qu'on soit capable d'aller en commune, se déplacer et aller vers les personnes nécessiteuses. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments qu'on veut mettre en place avec des unités mobiles totalement équipées qui peuvent aller à l'encontre des populations dans ce qui nous concerne, notre périmètre, ceux qui travaillent, et là, on sera meilleur. Alors, j'en veux pour preuve l'importance de la collecte, que j'ai noté un élément important. Je n'étais pas là ce matin, mais je n'ai pas entendu parler, par exemple, de la chlordécone. C'est la dernière table ronde de demain. J'ai vu, mais je disais dans les chiffres qui sont remontés, je n'ai pas entendu de chiffres sur ça. Mais c'est pareil pour nous, on a le problème avec le plomb, le mercure, on n'a pas de chiffres réels. Ça veut dire qu'un médecin, si on ne lui donne pas sous les yeux une analyse qui montre que vous souffrez de ça, il n'y a aucune raison qu'il aille plus loin dans le diagnostic. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on ait des chiffres
Et si on ne les collecte pas, on ne peut pas. Donc, je crois que là, au niveau des services de santé au travail, je ne suis pas le seul à partager ce point. Puis, on arrive à aller et participer aux campagnes de dépistage auprès des ARS et autres établissements qui permettraient de faire. Mais on sera capable de cartographier là où il y a effectivement un besoin et les actions de prévention qui iront avec. Et surtout, on mesurera ce qui s'améliore ou ce qui ne s'améliore pas. Donc, voilà. Merci beaucoup, David. Je vais donner la parole à la Croix-Rouge française de Guadeloupe, Madame Raymond. Bonjour. Régine Raymond, donc, je suis directrice des établissements de la Croix-Rouge française en Guadeloupe. Et je suis venue avec Carole Alix, qui est responsable sur la Martinique, de la Croix-Rouge aussi. Enfin, pas responsable de la Croix-Rouge, mais sur le pôle addictologie. Donc, on a un peu fait évoluer notre présentation au regard des délais et aussi de ce qui s'est dit, pour aller plutôt sur une présentation, nous, des solutions qu'on a pu mettre en œuvre, qu'on a pu trouver et mettre en œuvre sur nos territoires. Donc, juste un petit point quand même sur la Croix-Rouge, donc association nationale. Sur la Croix-Rouge, c'est donc une association qui est présente sur l'intégralité des départements français d'outre-mer, des territoires français d'outre-mer, pardon, et qui est représentée sur un ensemble de filières, donc la lutte contre les exclusions, filière sanitaire, le handicap, la petite enfance. Comme on l'a dit tout à l'heure, les déterminants sociaux sur... alors je vais essentiellement parler de la Guadeloupe et de la Martinique, hors Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui a une dynamique un petit peu à part. Donc, on a des déterminants sociaux qui sont particulièrement dégradés. Donc, un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, des difficultés majeures d'accès aux soins et aux droits, du renoncement aux soins, renoncement aux droits, des problématiques d'habitat insalubre, de mobilité, de chômage, de précarité alimentaire et économique. On sait que ces déterminants sociaux dégradés touchent plus particulièrement les populations vulnérables, donc les plus exposées. Donc, il a été nécessaire de réfléchir à des dispositifs qui permettaient de toucher ces populations vulnérables, d'aller au plus près de leur réalité et au plus près de leur problématique de vie, en fait. Donc, ce sur quoi on s'est plutôt orienté, c'est le développement, entre autres choses, de dispositifs mobiles. Sur la Guadeloupe, par exemple, on porte donc le SAMU social qui est départemental et on a intégré avec le soutien de l'ARS des professionnels de santé à l'intérieur des maraudes pour permettre, lors des maraudes sociales, aussi de faire des bilans de santé, d'accompagner les personnes qui sont à la rue dans la prise en charge de leur pathologie chronique, les emmener à l'hôpital quand c'est nécessaire, aller voir des médecins, etc., etc. On porte aussi également un dispositif de bus de dépistage santé qui travaille très en lien avec les communes, alors soit sur des villages santé, mais aussi pour aller en campagne vers les populations qui ne se déplacent pas et qui du coup ne sont pas destinataires des grands événements qui sont organisés sur la Grande Terre, sur la Basse Terre ou par exemple sur Marie-Galante. Et puis, on a, là je vais laisser la parole à Carole, sur la question des addictions, on s'est aussi focalisé sur le développement de dispositifs mobiles pour aller au plus près des personnes addictes. Donc ça se fait sur la Guadeloupe, mais ça se fait aussi sur la Martinique. Donc, bonjour. Donc, sur les dispositifs de mobilité, on a donc en Guadeloupe et en Martinique un dispositif qui s'appelle le CARUD, qui est le Centre d'aide d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc, ce sont des dispositifs mobiles médico-sociaux et sanitaires qui vont à la rencontre des personnes qui sont à la rue, là où elles sont sur le lieu de consommation, pour les accompagner dans un mieux-être. On ne va pas parler de résoudre la problématique d'addiction parce que ce n'est pas forcément ça l'objectif, mais en tout cas, les ramener progressivement dans un dispositif de soins, soit au sens large du terme, hein, ce n'est pas forcément le soin aller voir le médecin, mais ça peut être le soin, parler avec quelqu'un, entraîner avec quelqu'un, les ramener progressivement dans un dispositif de droit commun. Donc, ce sont des dispositifs qui existent en Martinique et en Guadeloupe, qui nous amènent aussi à penser sur d'autres solutions qui pourraient être apportées, parce que voilà, on se rend compte qu'il y a des manques quand on parle d'addiction, notamment en dispositifs d'hébergement spécifiques,
Il y a des dispositifs d'hébergement, sauf que quand on est en addiction, on ne peut pas aller dans n'importe quel dispositif d'hébergement. Donc, ça manque aussi sous nos territoires, qu'on soit en Guadeloupe, en Martinique et même sous d'autres territoires en Outre-mer. Il y a des points clés et des populations clés qu'il faut cibler, notamment celles des femmes, qui est une problématique nationale, mais qui est une problématique aussi en Outre-mer. Et il n'y a pas de dispositif spécifique. Et à nous de réfléchir aussi, d'apporter des solutions, à réfléchir ensemble sur ces parcours. Les jeunes, donc il y a les gens en milieu scolaire, mais il y a aussi tout le public jeune, public needs, qu'il faut aller chercher, qu'on doit prendre en charge un peu différemment. Et n'oublions pas, notamment en Martinique, nous sommes sur une population vieillissante. On est sur une population vieillissante. Le crack est arrivé dans les années 80. Aujourd'hui, nous avons des consommateurs qui ont plus de 60, 65 ans. Il n'y a pas de dispositif de prise en charge pour ces personnes. Où allons-nous les mettre? Il n'y a pas d'EHPAD spécialisé, il n'y a pas de dispositif qui existe. Elle vieillit, la population, et cette population vieillit est encore en consommation. Donc, qu'en pouvons-nous faire? Il faut vraiment réfléchir à ces solutions parce qu'on est en plein dedans. Là, aujourd'hui, on est en plein dedans. Et nous sommes déjà confrontés au fait à ces difficultés-là. Donc, à pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on peut pouvoir apporter. Et donc, à la Croix-Rouge, donc l'idée aussi, c'est de travailler en maillage territorial, puisque voilà, tout comme les autres territoires, nous sommes confrontés à des difficultés de soins par rapport aux médecins, etc. Donc, c'est comment travailler, comment tisser un réseau. Donc ça, ce sont nous essayons de mettre en place des réunions interservices, interétablissements, justement pour travailler en commun sur des situations, sur des problématiques des personnes. Parce qu'une personne, elle n'est pas sur un dispositif, elle est sur un territoire, elle connaît un certain nombre de personnes, il y a un certain nombre de structures qui existent. Donc, comment aussi mutualiser? Je ne suis pas sur la mutualisation à fond, parce qu'il ne faut pas trop mutualiser non plus, parce que des fois, on confond mutualisation et efficacité. Ce n'est pas forcément efficace et efficient, mais on a intérêt à être coordonné sur les actions que nous pouvons mettre en place. Donc, ce sont des réflexions aujourd'hui, je pense qu'on doit nous pouvoir pousser un peu plus. Merci beaucoup. On va passer à notre dernier intervenant, qui est M. Hachi Canon. Il va nous faire lui-même sa présentation. Il le fera mieux. Je suis extrêmement coincé, frustré. J'ai pris l'avion il y a 3 semaines ça pour faire des soins et j'ai demandé à prolonger pour venir à votre colloque. J'ai pris plusieurs jours pour préparer mon intervention et je suis le dernier intervenant et là, il faut fermer la boutique. Oui, oui. Excusez-moi, je voudrais faire juste une petite intervention pour vous dire que M. Hachi Canon était élu dans la commune de Saint-Benoît notamment, et était membre de la CCDOM, il faisait partie du conseil d'administration et même du bureau. Et si on est là aujourd'hui, c'est à sa demande. C'était en 2018 en Guyane, lors du congrès de la CCDOM, que pour la première fois, on a dit pourquoi on ne parle pas des problèmes de santé. Et c'est lui qui est intervenu pour dire, parce qu'il était intéressé, il était dans un process, je dirais, il a posé la question, on en a débattu, et c'est à partir de là qu'est venue l'idée, à partir de maintenant, la CCDOM va s'intéresser aux problèmes de santé, puisque ça concerne nos populations, et en tant qu'élu, on doit s'y intéresser. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage pour cela. Je commencerai par faire une proposition. Monsieur le Président de la CCDOM, Monsieur le Délégué général, Madame la Déléguée générale adjointe, Monsieur les élus et en vos grades et qualités, toutes les personnes qui sont présentes, c'est, Monsieur le Président, réfléchissez à faire de votre prochain congrès un atelier pour reprendre tout ce qui a été dit aujourd'hui, riche en travaux d'intervenants, des spécialistes, pour que nous soyons plus dans l'épanouissement de notre vécu pour partager encore, parce qu'on n'aura pas épuisé lors du jour d'aujourd'hui, parce que des personnes n'ont pas pu intervenir. Et je me dis, au vu des préoccupations qui sont les miennes et les vôtres, il faut prolonger cela dans votre prochain congrès, un atelier supplémentaire. Je vais développer 2-3 points. Vous êtes des élus, vous avez en charge le personnel en matière d'hygiène et sécurité santé au travail. Vous êtes rattaché au centre de gestion pour les collectivités territoriales. La région, le département, ils ont leur
des fois leur propre service hygiène, sécurité, santé au travail parce qu'ils ont plus de 300 agents. Et à ce moment-là, c'est votre préoccupation déjà en tant qu'autorité territoriale pour la prise en charge. En tant qu'employeur, vous avez des droits et des devoirs comme le salarié, des droits et devoirs sur la santé. Ça serait bien que les centres de gestion qui étaient présents dans vos travaux précédemment puissent continuer ce travail pour une meilleure prise en charge de la santé de vos salariés. Deuxième axe de mon intervention, c'est on a beaucoup parlé des patients. Au nom des patients, les associations ou les élus l'ont fait avec une volonté d'aider. Mais qu'en est-il de savoir véritablement le parcours de combattant qu'un malade fait pendant cette durée de souffrance? Et il faut un témoignage dans vos territoires de ces milliers de patients qui sont dans le silence, qui sont dans leur intérieur brisé. Et c'est à eux qu'on doit donner la parole. Et si en 2018, nous avons posé ce problème-là, c'est que nous étions nous-mêmes dans nos familles, chacun d'entre nous était préoccupé. Qui n'a pas dans sa famille quelqu'un qui a le cancer ou le diabète ou qui a fait un AVC ou toutes les autres maladies? Et moi, je suis tombé malade en 2009 du cancer qu'on appelle le lymphome menteux. Et ça fait 14 ans et j'ai eu droit à 2 autogreffes par rapport à ce cancer, un protocole de chimiothérapie plus greffe et une allogreffe. Si je suis en vie, c'est grâce à ma soeur qui m'a donné sa moelle en 2015 et on est en 2023. Ça veut dire le cancer aujourd'hui peut être combattu et on peut guérir. On ne décède plus automatiquement du cancer. La science, la médecine scientifique conventionnelle a apporté des solutions pour faire ce qu'on appelle les allogreffes, mais il y a aussi la médecine traditionnelle de nos pays, de nos ancêtres. Parce que le chimique fait guérir, mais la médecine des plantes prolonge cette vie, complète le traitement des malades que nous sommes. Et les fameux tisaneurs qu'on appelle chez nous, ils ont des connaissances. Ce n'est pas des bricoleurs. Et un certain nombre de solutions de ces tisaneurs-là qui ont proposé à travers leurs plantes de solutions ont été repris par les médecins, les scientifiques, les pharmaciens qui ont mis ça, ces molécules-là, dans un médicament. Quand on disait tout à l'heure, le sport, un médicament. Le premier médicament, c'est l'alicament. C'est notre alimentation qui fait qu'on ait des maladies ou pas. Et si on a une bonne alimentation, on est moins exposé à la maladie. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de bio. Mais combien d'argent il faut sortir pour le bio? Ça coûte très cher. Ceux qui ont le bio, tant mieux. Et il est prouvé qu'il y a moins de malades chez les bio que ceux qui ont consommé de manière excessive le manger de base, qui a été les racines, tout ça, qui font du bien, mais aussi beaucoup de conserves, beaucoup de porc, beaucoup de viande. Parce que quand la viande est arrivée, on s'est gavé, excusez-moi de l'expression, et ça nous a apporté beaucoup de maladies. Aujourd'hui, les maladies sont en augmentation sur nos territoires, que ce soit au niveau cancer, au niveau diabète, au niveau des AVC, et ça entraîne sur le diabète, l'hypertension, le cholestérol, la triglycérine. On ne sait pas de ce qui s'est fait dans ces vaccins pour le Covid. Un bon nombre de personnes, notamment des jeunes, maintenant déclarent des AVC, déclarent des cancers, déclarent un certain nombre de maladies. Je ne remets pas en cause la science qui a été donnée à travers les vaccins pour le Covid. Mais toutes ces maladies-là sont en explosion et touchent des jeunes. Et je crois qu'il faut qu'on continue à se mobiliser pour qu'on trouve des solutions. Faire confiance à nos scientifiques, bien sûr. Mais je reviens sur le parcours combattant du malade. C'est
très compliqué. Du cancer que j'ai eu, ça a déclenché la dépression. Mais je ne suis pas le seul. Quand je parle de moi, c'est pour parler de ces milliers anonymes qui ne parlent pas. Ça a déclenché la dépression depuis 2016 jusqu'à ce jour. Il y a 2 ans, j'ai déclenché le diabète. Le diabète a déclenché le glaucome. Le glaucome a déclenché le zona. Pour une même personne, toutes ces maladies-là. Mais je ne suis pas le seul. C'est pour vous dire, autour de vous, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont anonymes, qui souffrent dans leur intérieur, qui se retirent de la société, qui perdent leur travail, qui perdent leur mari, qui perdent leurs enfants parce que c'est insupportable, la maladie. Et notre moitié, quand on dort, et tous les jours, eux aussi, ces enfants, ces hommes et ces femmes subissent le même sort, celui qui est malade. Et c'est pour cela, il faut déverrouiller. Il faut donner la parole à ces familles et ces gens-là. Ce matin, je parlais de la démocratie en santé. C'est un véritable combat face à l'ARS, les institutions de l'État, pour entendre les associations, les élus, mais aussi à travers ça, il y a des familles. C'est pareil dans les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est des médecins, c'est des professeurs, c'est des infirmiers et jusqu'à l'aide-soignante. Il y a des gens bienveillants, mais il y a aussi des gens qui ne comprennent pas, qui ne parlent pas le même langage que nous, qui parlent avec des vocabulaires, de la grammaire excessive, de biopsie, de chimio, d'un tas de mots. Là, ça, vous comprenez ça. Mais placez-vous à la place du malade. Eh bien, il faut se battre en permanence. Et c'est pour cela, je dis que le monde associatif a un rôle à jouer important auprès des élus. Parce que vous avez vos CCAS, vous avez du personnel dédié aux ressources humaines, etc. Mais les associations et les malades qui vivent ça de manière permanente sont des frustrés. Parce que de dire que j'ai le cancer, c'est se mettre à nu. Quand une dame s'est opérée du sein et elle revient au travail, on regarde si c'est quel sein qui a été opéré. Et quand elle dit, je suis en mi-temps thérapeutique, je ne travaille pas cet après-midi, ah, tu as de la chance, hein? Ah bon? J'ai de la chance de partir? Eh bien, prends ma place de cancer. Et on regarde, il y a cette difficulté sociétale de prendre en compte l'humain. Et c'est pour cela, en tant que patient, j'ai eu la chance et la faveur d'être formé comme représentant des usagers. Il y a des représentants des usagers qui ne sont pas malades et qui sont bénévoles, qui font un bon boulot. Et il y a aussi des patients qui s'inscrivent. Les associations que nous sommes en lutte permanente parce que vous, les élus, mes collègues, vos moyens financiers ont diminué, les aides de l'État pour aider au CCAS. Dans des CCAS, on faisait dans l'année 3-4 interventions pour aider la misère, pour donner à manger, pour soulager. Avec la restriction budgétaire, certains CCAS donnent un bon sur l'année. Le conseil départemental est limité aussi. Vous êtes chef de file de la santé, mais votre budget est sollicité comme les communes. Tout est urgent dans la gestion des affaires en proximité, le conseil général, le conseil régional, la municipalité. C'est la vieillesse, il faut trouver les moyens pour la vieillesse, il faut trouver les moyens pour le sport, il faut trouver les moyens pour toutes les compétences qu'on vous a données, mais l'argent n'est pas arrivé ou a diminué. Ça veut dire face à votre population, comme il se fait, vous êtes à portée de claque, vous êtes à portée de jurons, tu n'as pas occupé de mon dossier, tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé. Et il faut qu'on soit bloc, que ce soit les médecins, les infirmiers, les élus, les associations. Il faut que nous continuions à parler et à demander à ceux qui ont les moyens, qui ont les leviers, de dire qu'il y a insuffisamment peu d'argent pour pouvoir intervenir. Le nerf de la guerre, on l'a dit. Moi, je me suis retrouvé dans vos discours. Mais comment faire bloc? C'est que la CCDOM continue à produire de ses travaux des motions, continue à produire de toutes nos discussions pour remonter au ministère, pour remonter au ministre, pour remonter à toutes les institutions, parce que c'est messieurs qu'on peut respecter, ces ingénieurs, ces technocrates, c'est ceux qui travaillent dans les ministères, etc. On peut comprendre, ils ont une formation.
mais c'est vous qui êtes sur le terrain tous les jours, que ce soit la pluie, que ce soit le soleil, que ce soit le cyclone. Et c'est pour ça que je parle d'union des ultramarins pour pouvoir poursuivre nos travaux, pour remettre là acquis de droit, pour bousculer les choses. Et je suis content que l'élu de Mayotte a été provocateur. Et je suis un provocateur aussi, parce qu'on a trop abusé de notre gentillesse. On n'est pas les îles paradisiaques où il y a le soleil, la plage, etc. Et je m'arrêterai là parce que j'aurais beaucoup à dire. Mais je vous dis, je suis disponible, moi, en tant que citoyen. Je ne suis plus élu, mais mon expérience, je l'ai reçue d'un certain nombre de mes pairs élus ou militants associatifs, et cela ont fait de ce que je suis. En tout cas, je suis à la disposition de la CCDOM et je compte sur vous pour accompagner vos citoyens, vos malades. On a besoin de vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je dirais pour commencer que oui, il va y avoir dans notre prochain congrès un atelier dédié à la santé qui reprendra ce qui a été fait aujourd'hui et ce qui aura été fait entre aujourd'hui et la date du congrès. Parce que j'espère qu'il y aura quand même des choses qui vont se passer entre-temps. Et notamment, nous, on va produire un certain nombre de motions qui vont être mises aux différents ministères concernés. Je sais que vous avez beaucoup… je sais que les gens ont beaucoup de questions. On a des questions au fond. Monsieur de département de Mayotte va vouloir parler aussi. Je vois que monsieur Maes veut parler. On va donner la parole à tout le monde. Et juste pour vous signaler que nous avons le professeur Didier Samuel qui est là et qui souhaiterait pouvoir clôturer, qui est président de l'INSERM, qui souhaiterait pouvoir clôturer notre journée. Et je ne sais pas s'il a des contraintes horaires. Je suis sûre qu'il doit y en avoir. Je vois son assistante derrière qui me fait des petits signes. Donc, on va essayer de rester succinct. Et on aura de toute façon le temps encore demain de poursuivre nos débats et de continuer. Donc, Sophie, je t'écoute puisque tu as un micro. Ouais, et ensuite, je vais aller dans la salle. J'ai de la chance, on m'a donné un micro. Je vais aller dans la salle pour continuer la distribution des micros. Voilà, alors moi, je voudrais d'abord dire merci à Dominique. On a vu, nous, on était élus en même temps, donc on sait un peu comment ça s'est passé en 2018. Je voudrais dire une chose pour compléter ce que tu as dit. Ce que nous n'avons pas mis en place et ce que nous ne mettons pas suffisamment en place, ça existe mais très, très peu, c'est les structures de répit pour les familles et les aidants. Ça, on n'a pas. On n'a pas, et ça, c'est extrêmement important. Je pense que ça, il faudra continuer sur ce sujet-là, dans ce cadre-là. Et puis, comme je ne veux pas monopoliser la parole, je voudrais revenir sur un point pour les collectivités. Quand vous avez parlé, monsieur, vous n'avez pas parlé, où je n'ai pas entendu le problème de l'alcool au travail. Dans les collectivités, on est confronté à ça, on a un vrai sujet. Moi, je vois que des fois, on ne sait pas comment faire. On nous dit, oui, il faut appeler la médecine du travail, il faut faire si la personne ne veut pas se faire dépister, comment on fait pas. Et malheureusement, dans nos territoires, nous avons, et pas que dans nos territoires, puisque dans l'Hexagone, c'est pareil, on a un vrai sujet de l'alcool au travail. Je pense que là, il y a peut-être moyen de faire un focus aussi sur ce sujet-là. Merci. Je donne la parole au représentant du département de Mayotte. Il a un micro. J'essaie juste de l'allumer. Merci. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais encore une fois, merci pour l'organisation. En tout cas, nous, à Mayotte, on se retrouve parfaitement dans ces échanges et on en a besoin. Et cette année, la Croix-Rouge avait organisé aussi un colloque autour du logement, c'était extraordinaire. L'outre-mer a besoin de se retrouver ici au niveau national pour échanger sur un certain nombre de sujets. Donc, je dirais tout simplement rendez-vous demain. On aura d'autres sujets demain et puis on aura d'autres temps pour échanger. Alors, si vous me permettez, sur mon propos, au-delà du sport, qui serait le médicament pour une bonne santé, moi je reviendrai sur la précarité qu'il y a à Mayotte, parce que tout s'articule autour de la pauvreté, qui plus de la moitié de la population est
sous le seuil de pauvreté. Et qui dit malbouffe, dit mauvaise santé, et cela se répercute souvent sur ce qui revient souvent ici, à savoir le taux de naissance à Mayotte. Il faut savoir que ce sont les femmes qui portent les grossesses et qui arrivent à la naissance. Et sur cette partie, sur cette population, il s'avère qu'il y a encore des maladies à Mayotte qui peut interroger certaines personnes ici. Je veux parler de la grossesse liée à la maladie. Nous, on l'appelle plus particulièrement grossesse pathologique. Et là, on trouve le HTA, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, qui, nombreuses des femmes arrivent parce qu'ils sont mal suivis. Il n'y a pas assez de personnel pour suivre les femmes enceintes et ils arrivent avec une toxémie gravidie et ce qui est très grave par rapport à l'enfant, mais aussi à la femme. Il faut dire que, bon, sur cette partie-là, une femme sur 3 peut mourir avec son enfant parce qu'elle n'a pas été suivie convenablement. Cela s'ajoute aussi à la grossesse diabétique ou qu'on parle plutôt diabéto-gestationnaire. C'est le même cas. Les femmes arrivent pour la même chose. Ils ne sont pas bien suivis, arrivent à l'hôpital malades parce qu'ils n'ont pas été détectés avec des diabètes, avec des pathologies qui ne leur donnent pas la chance de faire un enfant convenablement comme on peut le trouver en métropole. Ceci dit, le carence au niveau du personnel médical est tel que les pathologies augmentent. On pourrait faire ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas de suivi à travers la femme enceinte, il n'y aura pas une bonne santé pour la mère. Je fais référence à la dame tout à l'heure qui parlait de la femme qui donne la vie, mais elle ne peut pas donner la vie seulement si elle est malade, si elle n'est pas bien suivie, si... alors, il y a d'autres qui pourraient s'enorgueillir de dire, voilà, nous avons la plus grosse maternité de France, sauf que à la maternité de Mamoudzou, par exemple, il y a 4 gynécos pour assurer 30 accouchements par jour, 12 000 naissances par an. 4 gynécos et 2 internes. Donc, comprenez la nécessité qu'il y a à travers cette thématique pour... merci. Il y a ma collègue qui m'interpelle. S'ajoutent les femmes ou les gens qui viennent des autres îles pour se faire soigner à Mayotte. Je peux témoigner aussi qu'il y a au moins une amputation par jour. Une amputation par jour, au-delà du malade, peut-être c'est pour lui prolonger la vie, mais nous, soignants, aller dire à une personne tous les jours, on va vous amputer, c'est quand même assez fort. Donc, tout cela s'articule autour de cette santé qui est mauvaise chez nous et qu'on demande, qu'on lance un appel auprès des instances pour qu'il y ait un accent qui soit porté pour améliorer la santé à Mayotte. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais revenir un petit peu, bon, faire une petite synthèse de ce que je vais retenir, en tout cas, moi, de cette journée. C'est qu'on a une difficulté d'abord d'identification des acteurs de santé, visiblement, parce que effectivement, Madame le maire, vous disiez, ben, si j'ai ce problème-là, mais à qui je l'oriente? Parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, on va faire un dépistage, mais c'est vrai que quel est le parcours de soins, qui fait quoi, comment, et comment on fait pour les faire agir, en fait, sur quel bouton on appuie, quel numéro on appelle, surtout en sachant que dans nos territoires, on a beaucoup de turnover. Donc parfois, on a un rhumatologue, et puis quand on en a besoin, on nous dit, ah ben non, il n'est plus là, il n'y en a plus. Donc voilà, donc on repart dans cette espèce de cycle. Ah ben maintenant on a un chirurgien vasculaire. Ah ben non, on n'en a plus. Il y en a un Saint-Laurent. Ah ben voilà. Donc en fait, c'est difficile, donc ça rajoute de la difficulté. Alors ça, c'est déjà un premier point, l'identification des acteurs de santé, ou en tout cas, quelles sont nos ressources en santé sur le territoire, déjà identifiées. 2, il y avait ce problème-là, comme vous le dites, monsieur, l'accès aux données de santé. Moi, je vous assure, je suis infirmière libérale, je suis membre de l'URPS infirmier. Nous avons du mal à récupérer
les chiffres concernant notre profession. C'est-à-dire que quand on les demande, on nous dit « mais non, ce n'est pas possible, on ne peut pas vous les donner, c'est confidentiel ». Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Ouais, non, mais c'est un vrai problème. Donc, cet accès à la donnée, effectivement. Alors, on a de la chance, nous, on a des internes qui sont assez mobilisés en Guyane, malgré nos faibles ressources, mais qui font des thèses. Donc, on profite de leurs thèses pour, en fait, récupérer ces données-là, puisque, ben, en fait, pendant leur thèse, ben, ils récupèrent des problématiques et on récupère ces données-là. Quand on a des gens qui font des masters de santé, là aussi, de santé publique, donc, on récupère un petit peu de la donnée. Et ça, c'est un vrai problème, récupérer de la donnée santé et surtout de la donnée santé fiable. C'est aussi ça, identifier, fiable, public. Pas, bon, j'ai cru comprendre que ça, mais d'avoir vraiment des chiffres qu'on peut mettre en opposition quand on nous dit, bah, il n'y a pas de problème. Bah, moi, je vous dis que si, ou on pense qu'il y a un problème, et puis finalement, on se dit, ah, bah, peut-être, c'est peut-être pas celui qu'on avait pensé, et du coup, réajuster nos politiques de santé. Et enfin, la dernière chose, elle a oublié. Ouais, j'ai oublié. Du coup. Oui, voilà. Et il me souffle, mais c'est tout à fait ça. Du coup, en fait, pour nous permettre vraiment de pouvoir définir en fait nos politiques et pouvoir intervenir et mutualiser aussi, parce que c'est vrai que nos difficultés sont peut-être parfois différentes par certains points, mais au moins on se retrouve quand même dans d'autres difficultés, c'est-à-dire le niveau de vie, la précarité, ça on le retrouve, je pense, dans tous les outre-mer, l'absence, le manque forcément, voilà, les transports pour aller se faire soigner ou pas, ben, ça aussi, ça demande cher. Moi, j'ai une patiente qui avait un cancer, qui l'a toujours malheureusement. Pour pouvoir rentrer dans la filière de soins, donc elle devait attendre depuis la Guyane. Donc il y a des listes, il y a 10 patients guyanais ils travaillent avec Léon Bérard à Lyon. Donc il y a 10 patients guyanais, il y a 10 places réservées. Donc si les 10 places sont occupées à Lyon, les patients qui sont encore en Guyane, qui ont besoin de partir, eh bien, ils doivent attendre. Donc elle a cassé son plan épargne pour pouvoir partir, se payer un Airbnb, pour pouvoir intégrer directement depuis Lyon le parcours de soins. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut vraiment voilà, penser. Heureusement que tout est enregistré parce que je n'ai plus de cerveau pour enregistrer toutes ces informations importantes qu'on va devoir rapporter. Non, mais c'est-à-dire qu'on est une mise en équivalence, j'ai envie de dire, parce qu'on nous parlait de nos besoins, mais nos besoins sont là et nos moyens sont là. Merci beaucoup. Madame, monsieur, qui c'est qui intervient? Non, je parle de Madame Jasmin juste à côté de toi. Je pensais qu'elle voulait intervenir. C'est parti. Monsieur Jean-Claude Maes. C'est juste 2 mots. C'est vrai que je reviens à mon ami. J'ai dit c'est mon ami. Et c'est vrai que j'ai dit aussi, dans la législation, il faut voir quelque chose. Quand quelqu'un est déjà malade, quand il y a une longue maladie, longue durée, qu'on retire leur salaire et qu'il y a cette formation, cette information qu'on ne donne pas, que les agents doivent avoir une assurance complémentaire. La personne est déjà malade et moi-même, je le dis que tu sais que tu vas tomber en demi-solde. On ajoute de la souffrance à la souffrance. Il faut à un certain moment qu'on trouve un système mieux pour pouvoir venir à ça. Et ce n'est pas normal que dans un pays aussi civilisé qu'on est toujours dans ce cas-là. Je peux dire beaucoup d'autres choses et c'est vrai que je remercie pour cette journée rapidement. C'est une très bonne journée et je pense qu'il y a beaucoup de choses que la CEDOM en doit faire et c'est vrai, continuer à travailler et c'est pas normal aussi, je dis qu'on n'a pas ces données, on est au 21e siècle, qu'on doit piocher ces données avec tous les moyens informatiques qu'on a. Merci à vous. Merci. Madame Jasmin, et ensuite on passera à la clôture par le professeur Samuel. Oui, merci. Oui. Je voudrais réagir par rapport à plusieurs séquences, mais je ne serai pas très longue. Déjà, concernant l'accompagnement de la médecine du travail en quelque sorte. Hein. Donc, l'employeur doit aussi se soucier des conditions d'accueil dans l'entreprise également, parce que l'environnement du travail conditionne également la qualité de la prestation, mais ça conditionne aussi la qualité de vie au travail, parce qu'assez souvent, on passe beaucoup plus de temps au travail que chez soi. Donc, ça, c'est une des responsabilités. Donc, la législation a changé, c'est vrai, mais là, pour les personnes qui sont, et là, ça répond aussi à ce que disait Mme la vice-présidente Sophie,
Pour les personnes qui sont consommateurs d'alcool ou de drogue, il y a effectivement des dispositifs qui existent. En fait, je prends le cas pour la Guadeloupe, par exemple, il y a un référent c'est le docteur Tony Romuald au sein du JPRASPEC, du GPI, du coupon d'intérêt, avec le DAC, je l'ai cité tout à l'heure, des dispositifs d'appui à l'accompagnement, mais il y a aussi il y a un hôpital en tout cas, un des hôpitaux où il y a un service spécialisé pour la prise en charge. Donc, il y a une orientation qui est faite. Donc, l'employeur doit être en capacité, peut-être pas directement lui, parce qu'il y a la question de la confidentialité, mais le médecin du travail doit pouvoir accompagner cette personne pour l'orienter vers les services compétents. Donc, en général, les médecins sont informés. En tant qu'élu, l'élu ne peut pas aller voir la personne, parce que même s'il a une connaissance comme ça, il n'est pas habilité pour le faire. Il y a la question de la confidentialité et il n'a pas non plus la méthodologie pour la prise en charge concernant la partie médicale. Concernant tout ce que vous avez dit, l'hypertension gravidique, le diabète et tout cela, vous savez, dans les différents PLFSS, les projets de loi de finances sur la sécurité sociale, il y a eu justement des possibilités avec les sages-femmes. Nous sommes conscients sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas forcément seulement à Mayotte, mais partout, il y a un manque de médecins gynécologues. Et ce matin, je l'ai dit. Donc, la prise en charge et l'accompagnement peut être fait par les médecins traitants quand c'est possible, mais aussi par les sages-femmes. En Guadeloupe, il y a une maison de naissance, par exemple, avec des sages-femmes. Eh bien, j'ai pu obtenir aussi par amendement que c'est une expérimentation pour plusieurs lieux différents. Hein. Ce n'est pas seulement en Guadeloupe, il y a aussi en Guadeloupe, mais aussi au niveau national, des maisons de santé qui prennent en charge, pas des maisons de santé, des maisons de naissance, pardon, les maisons de naissance avec des sages-femmes. Et ce sont les sages-femmes sont aujourd'hui, de par leur formation qui est devenue médicale quasiment, elles sont habilitées à faire la prévention. Et dans beaucoup d'endroits où il y a les classes, en fait, c'est les anciennes dispensaires, ça a changé de nom, c'est des centres locaux pour la partie sociale, mais pour l'accompagnement. Donc, les sages-femmes, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de médecins gynécologues, pardon, sur l'ensemble du territoire, mais il y a des possibilités qui sont offertes avec, en fonction de la personne spécifique, des sages-femmes. Donc, il ne faudrait pas que les personnes restent là, d'autant plus que maintenant, il y a également des pharmaciens qui peuvent conseiller, les personnes peuvent aller vers les pharmaciens. Il y a un certain nombre de prestations qui peuvent être prises en compte pour ces personnes pour éviter quand même le pire, quoi, pour éviter le pire. Et la dernière chose que je dirais, c'est que c'est important que nous puissions parler en tant qu'élus, en tant que personnes responsables ici de ces problématiques-là. Et je rejoins le président sur la nécessité de poursuivre, et c'est ce que tu proposais également, parce qu'en fait, nous devons nous impliquer nous-mêmes à côté des ARS, et ce matin, je le disais pour ceux qui n'étaient pas là, mais au sein des conseils d'administration des ARS, aujourd'hui, avec la loi 3DS, eh bien, les élus ont leur place. Donc, nous devons nous positionner, ainsi que dans les conférences de santé de l'autonomie, pour travailler à la fois sur la prévention, sur tout ce qui est médico-social également, parce qu'il manque des structures, mais aussi travailler de façon coordonnée avec les CPTS, parce que là, ce sont des différents professionnels qui sont en complémentarité et nous devons intensifier. Pour nos territoires en particulier, l'hôpital public a sa place, mais nous devons de plus en plus travailler en complémentarité. Depuis la loi HPST, hôpital, patient, territoire, il y a la possibilité qu'il y ait vraiment une complémentarité entre les services publics et le privé. Nous avons vu avec la COVID, par exemple, que nous étions isolés. Il n'y avait pas d'avion, parce que quelqu'un parlait, c'est toi qui parlais de ça, de la nécessité de partir quelquefois. Mais nous devons travailler parce que quelquefois, on est sur l'hôpital public pour certaines prestations, alors que le privé peut répondre justement aux attentes. Donc, on doit pouvoir travailler et contractualiser, mettre en place des conventions, ne pas attendre qu'on soit en difficulté pour avoir des systèmes de backup avec le privé, mais travailler de façon complémentaire pour que les services publics et les services privés continuent à travailler. Le CHU de la Guadeloupe a eu un incendie, ce n'est pas prévu. Eh bien, mais qui est-ce qui a répondu? Dans l'immédiat, c'était beaucoup le plateau technique du privé. Les cliniques ont travaillé, tout le monde a travaillé. On a des GHT, des groupements hospitaliers de territoire qui sont complémentaires, mais qui n'ont pas forcément tous les équipements. Donc, nous devons apprendre à travailler, au lieu de nous opposer, au lieu de travailler en silo,
de travailler de façon complémentaire avec toutes les ressources possibles parce que nous avons la possibilité. Et pour ce qui concerne la prévention dans les entreprises, il y a l'INRS qui fait un travail formidable avec la sécurité sociale, avec des données. Et pour les données, il y a aussi l'ORSAG. Par exemple, pour ce qui nous concerne en Guadeloupe, nous avons l'ORSAG, nous avons un observatoire. Donc, je crois que peut-être que les questions ne sont pas posées aux bonnes personnes, mais c'est l'occasion, et l'occasion nous est donnée, Monsieur le Président, pour permettre de mieux connaître les dispositifs et les différentes possibilités qu'il y a sur chacun de nos territoires. Je pense qu'il y a des données, mais on n'a pas forcément demandé aux bonnes personnes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Jasmin. Une demi-seconde, vraiment. Parce que je suis vraiment désolée, mais je suis obligée de jongler avec les contretemps et les impératifs de temps. J'ai dit oui, elle le sait, de suite, parce que j'étais en face d'élus, j'ai envie de dire, territoriaux, locaux, etc., c'est-à-dire qui sont sur le terrain. Et c'est à vous de prendre cette posture. OK, l'ARS a tout pouvoir sur la santé, mais je vous garantis que les maires, ils ont une compétence pour gérer tout le côté de la prévention sanitaire. Et vous devez en fait éviter qu'une maladie puisse se propager. La meilleure façon de le faire, c'est de faire de la prévention c'est de faire de la prévention et le diagnostic. Et justement, les services de santé au travail dans les DOM ont une particularité, c'est qu'à la base, partout, ils doivent s'occuper du privé, mais ils s'occupent beaucoup de public parce que les centres de gestion sont défaillants, puisqu'il n'y a pas de médecin. Donc, dans notre cas, la moitié des personnels, des agents, des salariés qu'on suit sont des fonctionnaires territoriaux ou d'État. Donc, par conséquent, on est très attentif, Madame Charles, à ce qui peut se passer dans ce cas-là. Et c'est ce que je dis, même chez nous, on doit pouvoir réorienter. Et je vous dis, par contre, les données, non, sincèrement, on a l'observatoire, le régional de santé, l'équivalent de ce que vous avez dit, qui existe, mais les données qu'ils ont sont des données, je dirais, d'État, de sécurité sociale et qui datent de je ne sais combien d'années, et ça ne choque personne. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui utiliser les services de santé au travail, et c'est pour ça que je suis là. Aidez-les en tant que maire, déjà en tant que maire, aidez les centres de santé que vous avez dans vos régions et à pouvoir structurer leurs données. Les données, c'est des données de santé, il me reste 30 secondes. On va les anonymiser. Et si je prends le cas de ce que dit Mme Charles, on ne peut pas aller voir Mme Charles et lui dire David Velwachter boit de l'alcool ou je ne sais trop quoi. Par contre, on peut dire, à force des méthodes qu'on aurait utilisées pour anonymiser les données, dire attention sur tel service, on vous conseille fortement de faire une prévention sur la toxicologie, etc. Et tout. Et là, à ce moment-là, on vient vous accompagner avec les professionnels qui soient internes ou externes, qui viendront faire ce rôle de prévention, etc. Donc voilà, en partie. Coupez les micros, coupez les micros. Sophie, je suis désolée, mais monsieur Didier Samuel va devoir partir. Je vous remercie tous.